Bonjour à tous, aujourd'hui parlons du cinquième plus long fleuve du monde, le plus long du plus grand des pays, émissaire du lac Baïkal, l'Ienisseï. Remontons le fleuve depuis l'embouchure. Pourquoi commencer par l'embouchure? Car si je commence à zoomer vers la source en plein centre de l'Asie, je vais perdre 50% de mon public. Donc, ici au nord de la Sibérie, on a la mer de Kara, délimitée d'un côté par la Nouvelle-Zambie. Ah oui, une chose sur la Nouvelle-Zambie, il ne faut pas la confondre avec la Nouvelle-Zélande. Non, parce que c'est pas pareil, moutons et irradiation. Et au nord, elle est délimitée par rien du tout. Du coup, vous devez sûrement vous dire que ce gros estuaire est celui du fleuve. Eh bien, en fait, c'est ce petit truc ici. Non, parce que celui-ci, c'est celui de l'Ob, un autre très gros fleuve sibérien. Tout ce que nous apprend ceci, c'est que plus t'es à l'est, plus ton nom est compliqué. Et oui, pour l'Ob, ils ne se sont pas foulés. Ienisseï, c'est déjà plus complexe, et alors en russe, je ne vous le dis pas. Ienisseï. Et encore plus à l'est, la Podkamena Tunguska. Et ne rigolez pas, on va en parler dans 2 minutes. Revenons à notre estuaire, pas si petit que ça, avec une taille approchant celle de la Slovénie. Mais qui reste gelé environ 9 mois dans l'année, et même en été, il n'est jamais complètement libre de glace, ce qui ne change pas beaucoup du sud du fleuve, lui aussi gelé la moitié de l'année. Après, on a les 4093 km de longueur du fleuve, parcourus en 2 ans par une goutte d'eau. Sur ces premières centaines de kilomètres, la rivière ne croise presque aucune ville, ni village. Juste la Sibérie, la taïga, une petite brume, un froid caillant, le bruit de l'eau et des oiseaux. Et proche de la ville de Kamsa, la partie est polluée par du tritium retrouvé dans des sédiments. La source serait le complexe minier et chimique de Rosatom, sans certitude. D'autant plus alarmant lorsqu'on sait que ces eaux viennent du plus grand lac d'eau douce du monde. Un petit repositionnement cartographique s'impose. Ici l'Ienisseï, ici le lac Baïkal. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce lac? Tout simplement à cause de l'Angara. En fait, je vous ai un peu menti en disant que l'Ienisseï mesurait 4093 km, car le système Ienisseï-Angara-Selenga mesure 5539 km. En effet, d'habitude, on prend le nom du ruisseau de la source la plus lointaine pour donner le nom au fleuve. Mais bon, ça c'est la règle, qui en raison de plein de traditions, d'histoires d'habitude, n'est jamais appliquée. Revenons à notre lac. Le Baïkal s'étend sur 636 km, avec une largeur variant de 24 à 79 km, et une superficie de 31 722 km², plus grand que la Belgique. Ce qui en fait le 6e lac au monde. C'est également le lac le plus profond, avec 1642 mètres de colonne d'eau. Son volume d'eau est de 23 600 km3, représentant autant que la mer Baltique, et approximativement 20% du volume mondial d'eau douce. Si le lac était vidé, une année entière ne suffirait pas à remplir son bassin en détournant l'ensemble des rivières et fleuves du monde. C'est pourquoi le Selenga, le fleuve qui apporte son eau, a beaucoup de boulot. Vous ne connaissez pas le Selenga peut-être? C'est simple. Vous voyez la Mongolie? Imaginez-vous que c'est un évier avec l'évacuation juste ici. Eh bien, c'est la réalité. La frontière mongole sud et nord est plus élevée que le centre, sauf ici, où le Selenga peut en ressortir. Et donc toutes ces eaux vont au lac Baïkal, et ensuite dans l'Ienisseï. Et attention à ne pas faire l'erreur classique de croire que le fleuve Lena est lié à ce fameux lac, même s'il prend sa source vraiment pas loin. Sur ce, regardons à quoi cela ressemble lorsqu'on dézoome. Voici la Sibérie et ses 3 grands fleuves, grossièrement parallèles. L'Ob délimité par l'Oural à l'ouest, et le Lena par les monts de Verkhoyansk à l'est. Ces autres fleuves ne sont pas anodins vu qu'ils sont respectivement en ordre mondial de longueur 7e et 10e plus long. On peut même voir le fleuve Amour qui arrive en 9e. Bref, la suite de cette série sur les fleuves va être beaucoup plus froide. Et notre fleuve du jour qui vient de cette région, plus dénivelée, nommé Mont Sayan. Au niveau humain, c'est très vide. On peut compter à peine plus d'1 million des citoyens russes vivant à moins de 5 km du fleuve. Et les 3 seuls ponts sont à Krasnoyarsk, un pour la route transsibérienne, un pour le transsibérien, et un qui est un barrage. Petite anecdote, le débit de 18 050 m3 par seconde est quasiment le même sur les 30 000 derniers kilomètres, alors qu'il reçoit encore les affluents des 2 rivières de la Tunguska. Tout simplement car la pente est si faible qu'au lieu de s'engouffrer dans un lit d'une certaine taille, l'eau s'étale et frôle le kilomètre de largeur à certains endroits, tout en ayant une profondeur maximale de 2 mètres. Et oui, la Sibérie centrale, c'est grand et plat. Et justement, je voulais terminer par les rivières Tunguska.
Les, car il y en a deux, la Tunguska inférieure et la Tunguska pierreuse. L'inférieure est caractérisée par un débit pouvant atteindre 70 000 m3 par seconde au printemps, soit 40 fois celui du Rhône. Et la pierreuse, en russe, Подкаменная Тунгуска. est une rivière très inconnue. Je peux juste vous dire que comme son nom l'indique, ces berges sont remplies de gros rochers, cependant pas grand chose d'autre. Même l'image du fleuve sur Wikipédia est prise de billets par hélicoptère avec un reflet du soleil. On peut juste citer une chose. C'est sur ces berges que s'est produit le plus important événement connu de l'histoire humaine dû à la rencontre d'un corps avec la Terre, en juin 1908. Les témoignages racontent une boule de feu ayant traversé le ciel. On retrouve 40 millions d'arbres couchés au sol mais rien au centre de la zone dévastée. Comme si la probable météorite avait explosé à une dizaine de kilomètres d'altitude. Mais bon, vu que cela sort du sujet, je vous laisse quelques informations complémentaires dans la description. J'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu, de partager et abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt.